Bonjour les amis, il s'agit de l'extrait d'un entretien plus long tourné avec Maître Ardavan Amir Aslani, avocat d'affaires et écrivain, spécialiste de géopolitique, dans lequel nous avons traité de questions de politique internationale, de sanctions internationales ou encore d'intelligence économique. Nous vous invitons évidemment à visionner cet entretien en totalité, à liker la vidéo, à la partager si elle vous a plu, mais nous vous invitons aussi à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur la petite cloche pour nous envoyer de la force. Allez, bon visionnage. La marine française, autrement mieux armée, autrement mieux équipée et commandée, aurait pu couler le bâtiment turc. On ne l'a pas fait. Si vous voulez, quand la volonté d'engagement disparaît, peu importe l'armement sur lequel vous êtes assis, ça ne sert à rien. Poutine est différent. Israël est différent. Pourquoi est-ce que tous les pays arabes de la région qui entourent Israël ont peur d'Israël? Parce qu'Israël, dans sa politique de défense, suit la stratégie de Moshe Dayan, ce grand général israélien d'il y a quelques décennies, victorieux sur plusieurs champs de bataille. Il a dit il faut qu'Israël soit regardé comme un chien galeux pour que les gens aient peur, ne serait-ce d'envisager de mener la guerre à l'encontre de ce pays. L'Amérique, c'est pareil. C'est la disproportionnalité, si vous voulez, qui contraint l'autre au respect. Regardez Israël. Il y a trois partisans du Hamas qui passent de l'autre côté, qui commettent quelques exactions. En face, il y a l'aviation israélienne qui décolle, qui tue 2500 personnes. C'est ce qui s'est passé, dernière guerre de Gaza. Donc, si vous voulez, face à un tel déséquilibre, eh bien, Israël est craint. L'Amérique est craint. Parce que les gens se disent, si on s'en prend aux Américains, la réaction, si vous voulez, peut être totalement disproportionnée. Au Mexique, le pays le plus dangereux du monde aujourd'hui en termes de criminalité, de droit commun, les criminels n'osent pas s'en prendre aux touristes américains parce qu'ils ont peur de la surréaction américaine à leur rencontre si un Américain devait trouver la mort. Donc ce n'est pas une question d'argent. Pas qu'une question d'argent, pas qu'une question d'armement, c'est une question de crainte. Eh bien, l'Europe n'est plus crainte. La Turquie d'aujourd'hui fait un chantage aux réfugiés à l'égard de l'Europe. Soit vous acceptez ma position, ce que dit Erdogan à l'Europe, soit je lâche des millions de réfugiés sur le territoire de l'Union européenne, à travers la Grèce. Que fait l'Europe? Eh bien, on court, on donne 6 milliards à Erdogan pour que surtout il ne fasse pas ça. La Turquie aujourd'hui procède à des forages en eau territoriale de la zone exclusive en mer de la Grèce. Que fait l'Europe? Rien. Demain, et je pense qu'il y aura un deuxième conflit, un deuxième foyer de guerre en Europe, avec le Kosovo et la Serbie, est-ce que l'Europe sera capable d'intervenir? Déjà, dernière guerre du Kosovo, on n'a pas été capable, sur notre propre continent, d'assurer la paix. On a dû faire appel aux Américains. Que va-t-on pouvoir faire cette fois-ci avec une guerre qui est déjà engagée sur le sol européen entre la Russie et l'Ukraine? Si vous voulez, personne ne va nous respecter plus que le respect que l'on s'octroie à nous-mêmes. Alors, si nos institutions aujourd'hui sont si faibles, si nos forces de l'ordre sont prises pour cible par les manifestants, c'est la crainte de l'autorité de l'État n'existe plus sur le plan domestique, eh bien, ça existera encore moins à l'échelle internationale. Point de vue très intéressant. Donc, au final, bien que vous soyez un praticien du droit, ce que l'on comprend de votre propos, c'est que, pour en revenir à cette question de l'extraterritorialité du droit américain, c'est que cette extraterritorialité n'est finalement possible que parce qu'on a le pouvoir de son côté. Le pouvoir, de son côté, sous différentes formes, différents aspects. Et la volonté. L'importance du marché, la volonté, la capacité d'utiliser, si vous voulez, cette puissance. Le cas de Ben Laden est un exemple assez intéressant. Les États-Unis sont allés, sans informer les autorités du Pakistan, sur le territoire du Pakistan, avec leurs troupes, avec leurs commandos, à quelques centaines de mètres d'une base militaire pakistanaise. Ils ont arrêté Ben Laden, ils l'ont amené à bord, ils l'ont tué, ils l'ont jeté à la mer. Qui a dit quoi que ce soit? Qu'a fait le Pakistan? Rien. Parce que le Pakistan ne peut rien faire. Dépendance économique, d'aide militaire et autres américaines, incapacité de rivaliser avec la puissance militaire américaine, et je pourrais en citer d'autres exemples. Ce n'est pas les exemples qui manquent.
La phrase qu'il faut garder, j'ose dire, sur cette question-là, c'est « Might, le pouvoir, is right », a toujours raison. Il y a un adage persan qui dit que la vérité sort toujours de la bouche du canon. Très intéressant. Mais alors, n'est-il pas quelque part paradoxal d'avoir vu l'Union européenne, qui est selon beaucoup d'observateurs un nain géopolitique, d'avoir vu cette Union européenne imposer des sanctions à la Russie? Oui. Comment décrypter est-ce que c'est un acte de volonté, un acte de pouvoir ou du suivisme? Oui, je dirais que c'est du suivisme. Parce qu'il y a eu beaucoup de résistance au début. Dites-vous, l'Allemagne n'était pas partant pour cette guerre. Parce qu'elle ne voyait pas l'intérêt d'une guerre qui allait quadrupler le prix de l'énergie industrielle sur le territoire européen, qui allait augmenter le prix du blé à l'échelle internationale de 30 à 50%, qui allait réduire l'Europe à un vassal des États-Unis d'un point de vue militaire, qui allait anéantir l'espoir de la souveraineté militaire européenne. Ils ne voyaient pas l'intérêt de la chose, mais sous la pression américaine est allé. Regardez, sur la question des chars Léopard fabriqués par l'Allemagne. Ils ont hésité, les Allemands, parce que la perspective de voir des chars allemands rouler en ex-territoire soviétique en direction de Moscou rappelait de souvenirs chargés. Mais les Américains ont dit, il faut le faire. Ils n'avaient pas le choix. Ils l'ont fait. Et si vous voulez, en plus, les États-Unis utilisent, si vous voulez, cette question des sanctions à travers leurs lois extraterritoriales pour se donner un avantage économique majeur. En France, on a eu des cas particuliers. L'affaire Alstom, si vous voulez, est non seulement un scandale d'État, mais également un cas qui illustre bien la chose. Eh bien, on a les Américains, sous la menace des sanctions américaines, soi-disant pour corruption de fonctionnaires étrangers à l'encontre d'Alstom, ont acculé Alstom à vendre sa division nucléaire aux Américains, à General Electric. Cela signifie qu'aujourd'hui, pour assurer la maintenance du nucléaire de nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, de nos centrales électriques, nous sommes dépendants de la technologie américaine, technologie que l'on maîtrisait. Et je peux en citer d'autres exemples de la sorte. Le recours à des sanctions extraterritoriales américaines pour faire avancer l'intérêt des entreprises américaines, un avantage concurrentiel majeur. Donc, doit-on comprendre que par, je dirais, ricochet, ou de manière parfois directe, mais en tous les cas, dans le cadre des sanctions contre la Russie, par ricochet, les conséquences négatives voulues par le récipiendaire des sanctions peuvent aussi affecter des alliés des États-Unis. Est-ce qu'il y a une volonté derrière ou est-ce que c'est juste des dommages collatéraux quelque part? Prenons le cas ukrainien. Pour une guerre juste. Vous avez raison. Cette guerre, si vous regardez la carte planétaire et qu'on regarde la guerre russo-ukrainienne, les pays qui sont engagés du côté de l'Ukraine, c'est exclusivement les pays membres de l'OTAN, et encore, la Turquie n'est pas impliquée. On va y revenir sur le cas de la Turquie. Les pays membres de l'OTAN et l'OCDE. L'humanité, dans sa très grande majorité, n'est pas du côté, si j'ose dire, américain et européen. Le président chinois se rend en visite d'État à Moscou. Poutine n'a pas l'air d'être un paria à Beijing. L'Inde a conservé ses relations économiques, politiques avec Poutine comme si de rien n'était. Toute l'Afrique observe une certaine neutralité. L'Amérique latine. Donc en fait, je veux dire que les alliés de l'Amérique, c'est principalement les alliés militaires de l'OTAN et les membres de l'OCDE. Et donc, chaque fois que l'Amérique prend une décision, effectivement, ce paysage géopolitique que j'ai mentionné suit systématiquement la position américaine. Et la France, qui était le pays qui s'est opposé, rappelez-vous, avec ce discours de Villepin au Conseil de sécurité, ce vieux pays qui vous dit non à propos de la décision américaine d'envahir l'Irak, ce pays qui était capable d'être porteur d'un autre message, de dessiner un autre chemin, être une troisième voie, ne l'est plus.
D'où le vide international que cela a engendré. D'où la Chine qui intervient dans des négociations entre l'Iran et l'Arabie saoudite, qui signe la reconnaissance de leur amitié retrouvée à Beijing, non pas à Washington, encore moins à Paris. C'est la Birmanie qui négocie avec le Bangladesh sous contrôle chinois le retour des Rohingyas en Birmanie. Ça date d'hier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est parti incontestablement vers un monde multipolaire.